Donc on va passer à la troisième partie de cette journée qui porte sur la création de liens entre recherche, formation et pratique, comme ça a été présenté ce matin par Christophe, qui est central dans l'objectif d'une école universitaire de recherche. Pour commencer cette session, on voulait vous présenter une enquête qui a été faite sur le devenir des doctorants de la communauté H2O Lyon et de la ZABRE. Cette enquête, il y avait des résultats préliminaires qui ont été présentés l'année dernière et aujourd'hui, on voudrait vous montrer des résultats avec un plus large panel. C'est quelque chose pour nous qui est un état des lieux et qui est utile pour construire les actions de l'EUR et qu'on voudrait discuter avec vous. Donc cette enquête, elle a été lancée avec le GRE et avec la ZABRE, dans l'objectif d'observer la situation professionnelle des anciens docteurs H2O Lyon et de la zone atelier bassin du Rhône, d'identifier des freins et des leviers pour favoriser leur employabilité et d'identifier de potentiels réseaux à mobiliser. Donc on a utilisé un panel de contacts qu'on avait d'anciens docteurs, soit de la communauté H2O Lyon, soit de la ZABRE, qui ont passé leur thèse entre 2006 et 2019. Donc on avait tous ces contacts possibles. Et il y a une première enquête qui a été réalisée en 2020, où il y a eu 30 répondants. Elle avait été présentée l'année dernière et ça avait déjà donné quelques pistes. Et donc on a voulu aller plus loin pour avoir un panel plus représentatif. Et du coup, on a relancé cette enquête avec le GRE et on a réussi à obtenir 87 répondants, ce qui a fait à peu près un taux de participation proche de 50%. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé à ces docteurs des communautés H2O Lyon et ZABRE ? C'est déjà quel était leur cursus doctoral, quel est leur parcours professionnel, comment ils ont valorisé leur doctorat et, selon eux, les outils à développer pour favoriser l'employabilité des docteurs et s'ils étaient intéressés par faire du réseau au sein avec l'EUR et la ZABRE. Alors, ces 87 répondants, qui sont-ils ? Donc, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Il y a une proportion d'ingénieurs docteurs d'à peu près 40%, ce qui est à peu près le pourcentage d'ingénieurs qu'il y a dans la communauté H2O Lyon. Et puis, en termes de temps depuis la soutenance, on a quelque chose qui est assez homogène, avec à peu près un tiers de docteurs qui ont soutenu il y a moins de 3 ans, un tiers entre 3 et 6 ans, un tiers entre 6 et 9 ans et un tiers de plus de 9 ans. Il y a 75% des laboratoires qui sont représentés par ces répondants dans des proportions qui reflètent la réalité de la communauté H2O Lyon, c'est-à-dire le nombre de doctorants qu'il y a dans les différents laboratoires. Donc c'est un panel qui est plutôt représentatif de ce qu'est la communauté H2O Lyon à l'heure actuelle. La première chose qu'on a regardé, c'est quels étaient leurs emplois actuels et quelles carrières ils avaient réalisées. Donc on a une grande majorité des répondants qui sont en CDI. Il y en a à peu près 30% qui sont en CDD et il y a également des entrepreneurs. Le nombre de personnes en recherche d'emploi était assez faible et c'est quelques personnes qui étaient en fin de post-doctorat et du coup qui cherchaient à pouvoir continuer soit vers l'académique, soit vers le monde socio-économique. Pour ce qui est des CDD et des CDI, ça évolue, vous pouvez voir sur la figure en bas à gauche que ça évolue fortement au cours du temps. Donc entre 3 et 6 ans, on est déjà à une majorité de CDI. Et au-delà de 6 ans, quasiment toutes les personnes sont en CDI. Dans quel type de métiers ils sont ? Il y a à peu près la moitié qui sont dans des métiers dits académiques et l'autre moitié dans des métiers, on va dire, praticiens du monde socio-économique. Et ça également, ça évolue fortement au cours du temps. Donc au départ, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'académique puisque les docteurs vont
souvent continuer en post-doctorat. Et puis dès entre 3 et 6 ans, on a une majorité des répondants qui sont dans le domaine socio-économique. Donc il y a 70% de praticiens et à peu près 30% de gens qui restent dans l'académique. Donc on a regardé quels étaient leurs profils dans les carrières académiques et dans les carrières type praticien. Donc pour les carrières académiques, il y a la moitié qui sont en CDI et l'autre moitié qui sont en CDD, ce qui est expliqué par les contrats de post-doctorat. Et dans les CDI, on a regardé quand est-ce qu'ils étaient titularisés après leur soutenance. Et donc, pour les personnes titularisées, on a la médiane qui est entre 2 et 4 ans après la soutenance. Et on a aussi regardé combien de temps après la soutenance de leur thèse, ils avaient trouvé un premier emploi. Et donc, plus de 2/3 des docteurs sont en emploi dans les 6 mois après la soutenance. Cette carrière académique, en termes de postes, ce sont principalement des enseignants-chercheurs, mais il y a également des ingénieurs de recherche, des chargés de recherche, et puis une grosse part qui sont des post-doctorants. Et les principaux employeurs de ces répondants, c'est l'université, mais également l'INRAE et des écoles et le CNRS. Pour les carrières non académiques, là, la majorité des personnes sont en CDI. Et la médiane du premier CDI est moins de 2 ans après la soutenance, ce qui est assez court. Et si on regarde le premier emploi après la thèse, eh bien, pour 2/3 des docteurs, ils ont directement un emploi à la sortie du doctorat. Donc l'employabilité est assez rapide. Et il y en a quand même une partie qui sont aussi entrepreneurs ou auto-entrepreneurs qui ont lancé leur propre entreprise. Maintenant, dans quel secteur sont ces différents docteurs? Donc majoritairement, ils sont employés par les industries et les grandes entreprises, type par exemple la CNR, EDF et ce genre d'entreprise. Mais il y en a également dans les bureaux d'études, dans les collectivités territoriales, dans les établissements publics de l'État, par exemple la CEREMA ou l'ONF ou l'OFB. Et puis, ils sont également dans des associations et plus rarement dans des cabinets de consulting. Là, vous avez ces mots qui représentent les grands domaines dans lesquels ils travaillent actuellement. Et puis en termes de postes, quel type de postes ils ont? C'est plutôt des postes qui sont à la mesure de leur diplôme de doctorat, puisque ce sont des directeurs, des chefs de service, des chefs d'équipe, chefs de projet, des chargés de mission, des ingénieurs en R&D, donc des métiers qui reflètent leur diplôme. Ensuite, on leur a demandé quelle était la valorisation du doctorat dans leur carrière pour ceux qui étaient dans le monde socio-économique, puisque ceux qui vont dans le monde académique, c'est assez évident qu'ils valorisent leur doctorat. Donc pour ceux qui s'insèrent dans le monde socio-économique, quasiment tous mettent en avant leur doctorat à l'embauche, ce qui est un message très positif. Et on leur a demandé quelles compétences ils mettaient plus particulièrement en avant. Il y a 4 compétences qui ressortent. C'est méthodologie et rigueur scientifique, compétences disciplinaires acquises en thèse, adaptabilité et autonomie et ouverture à l'interdisciplinarité. Donc ça, c'était la valorisation de leur doctorat. On leur a aussi demandé s'ils avaient perçu le doctorat comme un frein à l'embauche. La majorité ont répondu que non, mais il y a quand même à peu près un tiers pour lequel ils ont ressenti cela comme un frein. Et on leur a demandé du coup pourquoi, qu'est-ce qui selon eux avait été un frein. Donc pour eux, il y a 3 freins principaux. Le docteur est perçu comme trop spécialisé. Le salaire du docteur est supérieur au poste visé et le docteur ne connaît pas les codes de l'entreprise et manque d'opérationnalité. Donc c'est 3 choses vraiment différentes sur lesquelles on pourrait travailler. On leur a également demandé si leur salaire pour eux correspond à celui d'un bac+8. Et la moitié considère que oui, l'autre moitié considère que non. Donc là, le résultat est plutôt mitigé par rapport à leur perception
de leur salaire et de la valorisation du doctorat. On leur avait aussi demandé quels seraient les outils à développer par H2O Lyon pour favoriser l'insertion professionnelle des docteurs. Donc ces propositions-là, elles sont ressorties de discussions qu'il y a eu l'année dernière à la journée annuelle dans le comité de pilotage H2O Lyon, mais également d'enquêtes et d'études qu'il y a au niveau des ministères de l'État sur l'insertion des docteurs et comment la favoriser. Et donc il y a 4 moyens qu'ils ont vraiment plébiscité fortement. Et il y en a un qui est focalisé, enfin qui est spécifique des sciences de l'eau et des hydrosystèmes, c'est l'acculturation sur les acteurs du domaine de l'eau, mieux connaître ce secteur, quels sont les acteurs, les règles et ce genre de choses. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus générales et qui peuvent s'appliquer à quasiment tous les docteurs. C'est des formations pour identifier et mettre en avant ces connaissances, des formations et des aides pour créer des réseaux professionnels et des modules de gestion de projet autour de cas concrets, puisqu'il y en a beaucoup qui trouvent que la gestion de projet, c'est quelque chose qui leur manque quand ils prennent un poste plus opérationnel. Donc tout ça, c'est des éléments que nous, on va utiliser dans le UR pour construire certaines choses. Ces anciens docteurs de la communauté, c'est à la fois pour H2O Lyon et également pour la ZABRE, un vivier de personnes qui peuvent être mobilisées. Donc nous, on leur a demandé si ça les intéressait qu'on les recontacte pour participer à des collaborations ou à la construction de l'ER. Donc la plupart ont répondu oui. Donc ici, vous avez en bleu les personnes académiques et en vert les opérationnels étant plutôt majoritairement en France. Mais ça fait un grand réseau de personnes qui peuvent être ressources et c'est ces personnes-là, entre autres, qui ont été mobilisées pour la journée Objectif Pro qui va vous être présentée juste après. Donc déjà, on a commencé à travailler avec eux. Et donc juste pour finir, donc cette étude elle est utile pour nous pour pouvoir savoir comment construire des choses dans l'EUR. C'est aussi une étude qui est valorisante pour les docteurs issus de la communauté H2O Lyon et ZABRE puisque l'employabilité est plutôt rapide, bonne et dans des métiers qui sont au niveau de leur diplôme. Le doctorat est plutôt mis en avant, mais il pourrait être plus, et il est ressenti aussi par une grande partie des docteurs comme un frein. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel on pourrait travailler. Ça a permis de mettre en avant un réseau national et international à mobiliser, et puis ça peut aussi constituer une base pour une enquête à reproduire à plus 5 ans ou plus 10 ans après le début de l'EUR, pour voir quelle est l'évolution, nous adapter et voir aussi qu'est-ce qu'on a pu apporter sur cette thématique. Donc voilà pour cet état des lieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il marche. Bien. Bernard. Merci. Bonjour à tous. J'ai une question et un commentaire. La question, c'est connaissez-vous le salaire d'un Bac plus 8 ? Je serais curieux de savoir à quel niveau il s'élève. C'est une première question. Et mon commentaire, c'est que dans votre enquête, vous avez 53% de taux de réponse, qui est très bien. Mais du coup, je me demande quand même s'il n'y a pas un biais du fait que les non-répondants auraient peut-être renvoyé une image un peu différente de l'image plutôt positive qui est présentée ici. Alors, les biais dans ce genre d'enquête, c'est forcément difficile à éviter. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même une idée sur les non-répondants, où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils font? Non, on ne sait pas. En fait, maintenant, avec tout ce qu'il y a sur Internet, LinkedIn et ce genre de choses, c'est assez facile de trouver. Donc en fait, principalement les non-répondants, c'est des gens où finalement on n'avait pas leur bonne adresse mail, qui ont changé d'entreprise, où on n'a pas réussi à les contacter. Mais du coup, on a regardé qu'est-ce qu'ils étaient quand même devenus. Et ça reflète, en termes d'emploi, ça reflète vraiment l'étude. C'est le même genre de résultat. Après, sur leur ressenti par rapport à la valorisation du doctorat et ce genre de choses, ça, on ne sait pas.
Mais en tout cas, les métiers et la part de praticiens et d'académiques est à peu près la même. Et pour la première question, effectivement, sur le niveau de salaire, c'est très subjectif. Ça va dépendre complètement déjà dans quel secteur on est. C'est pour ça que voilà, on leur a posé la question quels étaient leurs ressentis à eux. Mais on n'a pas de base objective. Merci. Une autre question? Anne? Dans le milieu académique, il y a beaucoup de gens qui démarrent en postdoc. Et je pense que ça serait peut-être intéressant de voir en combien de temps des gens qui sont postdoc arrivent à avoir un poste ensuite après. En tous les cas, ça peut être un petit enjeu que peut avoir H2O, savoir si ça permet de faire basculer des postdocs qui sont excellents, mais sur des postes pérennes. Et si on sait que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que ils font des recherches très intéressantes, mais ils sont dans une certaine précarité. Ouais. Donc je pense que c'est un élément qui serait intéressant d'analyser au fil de l'eau. Oui, on peut le sortir en indicateur, puisqu'on a pour chacun la première titularisation. Et en fait, dans le milieu académique, du coup, on a vraiment combien de temps ils ont été postdoc. Donc ça peut être un indicateur qu'on peut sortir, effectivement. Est-ce que tu octroies une autre question, Carlise? Oui. Une dernière question? Oui. C'était ça? Ouais. Alors après, je sais qu'il y a des études au niveau national et par exemple au niveau de l'UDL. Et moi, j'aimerais bien aller plus loin pour échanger, pour voir comment on se positionne à peu près. Mais l'insertion apparemment académique praticien est quand même plutôt... on va dire que le pourcentage d'académiques est plutôt haut dans cette étude-là par rapport à ce qu'il peut avoir dans d'autres filières. Oui. Une question qui est liée pour les praticiens à la concurrence éventuelle ou la compétition qu'ils ont eu à avoir lors de l'embauche avec les écoles d'ingénieurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous testez, ça aussi? Parce que ça me semble important. Bon, pour l'académique, c'est pas le cas, mais pour les praticiens, ouais. Ils sont forcément en concurrence à l'embauche avec des écoles d'ingénieurs. Et donc, comment ils ont ressenti ça? Quelle est la part exacte? Comment ça s'est passé? Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait travailler. Déjà, dans cette étude, on pourrait voir la différence d'insertion entre les docteurs ingénieurs et les docteurs, puisque le docteur ingénieur, il peut se faire recruter sur sa compétence ingénieur. Et effectivement, c'est quelque chose qui reste à faire dans l'étude et qui serait très informative. Allez, dernière. Oui, merci. C'était juste, peut-être quand vous aurez un peu plus de recul sur ce qui aura été fait au niveau de l'EUR, montrer quelle est la valeur ajoutée de passer par l'EUR par rapport au tableau national des tendances de valorisation et je pense que ce serait intéressant de montrer en quoi l'EUR, par sa structure, par ses dynamiques, par le collectif, par l'interdisciplinarité, le multilabo, etc., peut être une valeur ajoutée. Et c'est une marque. Oui. Tout à fait, et c'était un peu aussi l'objectif de faire un T0 au début de l'EUR. Tout à fait. Merci beaucoup.